Très bien, je me retrouve devoir lire le texte de la communication de ma collègue Sandra Lippert, qui est directrice de recherche au CNRS et qui n'a pu être présente. Elle est retenue pour vous livrer les choses précisément par des activités du CNRS aujourd'hui. Et elle vous écrit « Veuillez d'abord excuser le fait que je ne puisse pas aujourd'hui vous présenter cette conférence en personne, retenue ailleurs. Je remercie vivement Vincent Rondeau d'avoir accepté de lire mon texte. » Donc vous allez voir que dans la suite de ce que vient de dire M. Vernus, la part prise par le démotique est fondamentale. Le déchiffrement du démotique est un exploit qui est souvent resté à l'ombre du déchiffrement des hiéroglyphes. Pourtant, les deux sont intimement liés. Le démotique est une écriture cursive qui fut utilisée en Égypte entre le milieu du 7e siècle avant notre ère et le 5e siècle de notre ère. C'est l'écriture du deuxième texte sur la pierre de Rosette, la partie la mieux conservée du monument, seules quelques petites pertes au début des premières lignes, que vous voyez ici. Pardon, ici. Excusez-moi, j'ai une vraie parallaxe. Voilà. Hiéroglyphe ici, démotique ici, grec ici. Il ne reste en revanche aucune ligne complète du texte hiéroglyphique et sa moitié supérieure est complètement perdue. Or, si les hiéroglyphes et le grec ont été reconnus immédiatement après la découverte de la pierre en août 1799, et le grec même partiellement traduit quasiment sur place par les officiers de l'armée française, l'écriture du deuxième texte fut d'abord un mystère. On l'a en premier prise pour du syriaque, comme l'indique la notice sur le monument paru dans le Courrier de l'Égypte du 29 Fructidor de l'an 7 de la République, moins d'un mois après la découverte. Évidemment, lorsque les experts des langues orientales eurent accès à des reproductions des inscriptions de la pierre de Rosette, et les premières impressions furent effectuées dès 1800, quand elle se trouvait encore à l'Institut d'Égypte au Caire, ils se rendirent compte qu'il ne s'agissait nullement de syriaque. Cela aurait par ailleurs été très étonnant vu l'endroit et la date du décret commémoré, car l'écriture syriaque est plus tardive de près de 2 siècles et principalement utilisée dans le Levant, en Mésopotamie et au Moyen-Orient. Que pouvait donc être cette étrange écriture ? Un des premiers érudits qui se penchèrent sur la question du déchiffrement de la pierre de Rosette, et ainsi sur celle de l'identification de cette deuxième écriture, fut Antoine Isaac Sylvestre de Sacy. Né en 1758 à Paris d'une famille janséniste, il avait très tôt montré un don pour les langues. Il apprit l'hébreu à 12 ans d'un frère bénédictin, et le latin et le grec probablement même avant. Et au fil du temps, il se forma lui-même à d'autres langues orientales, telles le syriaque, l'arabe, le persan et le turc, mais aussi à plusieurs langues européennes, l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Il étudia le droit et fut nommé commissaire à la Cour des monnaies à l'âge de 23 ans, mais continua ses recherches en philologie orientale. De ce fait, Sylvestre de Sacy fut nommé membre libre de l'Académie des inscriptions en 1785, puis membre en titre en 1792. La même année, il renonça à son poste de commissaire car il ne s'identifia pas aux réformes de la Révolution. À vrai dire, il fut assez monarchiste et se retira dans la campagne, mais il fut appelé en 1795 pour enseigner à la nouvelle École spéciale des langues orientales et devint membre de la section de littérature et des beaux-arts de l'Institut de France, créé également en 1795. On comprend alors que c'était, à l'époque, la personne à laquelle on pensait en France pour déchiffrer la pierre de Rosette, et il s'y mit dès 1800. En 1802, il publia un opuscule d'une 50aine de pages, intitulé « La lettre au citoyen Chaptal, ministre de l'Intérieur, membre de l'Institut national des sciences et des arts, etc., au sujet de l'inscription égyptienne du monument trouvé à Rosette. » Dans cet ouvrage,
Il détaille ses résultats. Tout d'abord, il a compris que l'inscription au milieu est rédigée dans une autre écriture égyptienne. Et en effet, tout à la fin, le texte grec parle du fait qu'il fallait graver le décret en caractères sacrés, les hiéroglyphes, en caractères locaux, enkoria, le démotique, et en caractères grecs. Sylvestre de Sacy connaissait évidemment ces auteurs classiques et il savait que plusieurs d'entre eux avaient déjà évoqué le fait que les Égyptiens utilisaient plusieurs systèmes d'écriture. Ainsi, Hérodote, qui visita l'Égypte au 5e siècle avant notre ère, mentionne-t-il une écriture sacrée, hiéra, une écriture populaire, démotiquée. Clément d'Alexandrie, auteur chrétien du 2e et 3e siècle de notre ère, en distingue quant à lui trois: l'écriture hiéroglyphique, l'écriture hiératique et l'écriture épistolographique, c'est-à-dire pour écrire des lettres, de la correspondance, qui, d'après lui, était la première que les Égyptiens apprenaient, tandis que les deux autres étaient réservées au grade plus élevé de l'érudition. Sylvestre de Sacy argumenta alors que l'écriture locale de la pierre de Rosette est justement cette écriture populaire que nous appelons aujourd'hui démotique. L'opinion commune à l'époque était que les hiéroglyphes étaient une écriture purement symbolique. Sylvestre de Sacy partagea cette opinion et écrivit, j'ouvre les guillemets, le caractère hiéroglyphique, peinture des idées et non des sons, n'appartient à aucune langue. Par contre, il était convaincu que l'écriture locale ou populaire était une écriture alphabétique, en se basant pour cela sur le rapport de Plutarque, qui, dans son ouvrage sur Isis et Osiris, dit à propos du symbolisme des chiffres en Égypte, 5 au carré, c'est égal au nombre des lettres de l'alphabet égyptien. Toutefois, Sylvestre de Sacy constata lui-même que la deuxième inscription de la pierre de Rosette contenait nettement plus de 25 signes différents, c'est-à-dire le 5 au carré, 25 signes. Il expliqua donc cela, d'une part, par les ligatures entre plusieurs signes, par l'utilisation d'abréviations ou monogrammes pour certains mots, notamment les noms des dieux, mais aussi par l'existence de lettres capitales et minuscules. Si, à partir de ce que nous savons aujourd'hui, nous faisons le bilan des premiers résultats de Sylvestre de Sacy, ils sont plutôt bons. Même s'il se trompa, j'ai bien changé de figure là, même s'il se trompa en y voyant une écriture purement alphabétique, Sylvestre de Sacy eut raison avec son identification de l'écriture. Et la découverte de plusieurs éléments du système démotique. Il y a en effet des lettres alphabétiques, c'est-à-dire qui n'expriment qu'un seul son. Le problème est qu'il y a aussi, comme en hiéroglyphe, des signes exprimant plusieurs consonnes, voire des mots entiers et des signes non phonétiques, ainsi que les déterminatifs qui donnent une indication sur la catégorie sémantique du mot. Il comprit qu'il y a des ligatures entre ces lettres alphabétiques, qu'il y a des graphies abrégées pour écrire les mots très communs, dont les noms des principales divinités. Même si l'on ne peut pas vraiment parler de lettres majuscules et minuscules, il eut quand même raison de dire qu'il existe plusieurs signes alternatifs pour un même son. Mais ce n'est pas tout. Sylvestre de Sacy proposa d'identifier un certain nombre de noms propres et de mots. Alexandre, Alexandrie, Ptolémée, Arsinoé, l'épithète royale Épiphanès, Isis et Osiris, Égypte et Dieu. Certes, son analyse signe par signe fut presque complètement fausse, parce qu'il découpa les signes de manière incorrecte, en essayant d'y trouver des ressemblances avec les lettres hébraïques ou grecques. Il n'en reste pas moins impressionnant de voir qu'avec sa méthode, il sut identifier quelques mots apparaissant dans le texte grec. Ces résultats, toutefois, ne le satisfirent pas. Convaincu qu'il était que quelqu'un qui connaîtrait mieux que lui le copte, dont il ne doutait pas qu'il s'agissait du successeur de la langue égyptienne ancienne, puisse aller plus loin. L'homme auquel il pensait en écrivant cela était Johann David Åkerblad, diplomate et orientaliste suédois. Lui aussi, génie précoce des langues orientales, né en 1763 d'une famille piétiste d'artisans aisés,
Il accède à l'université de Stockholm à l'âge de 15 ans, où la plupart des étudiants sont destinés à la prêtrise. L'enseignement du latin, du grec et de l'hébreu appartenait au programme habituel, mais il était également possible d'y apprendre l'araméen, le syriaque, l'arabe, le turc et le copte. Åkerblad était un bon élève et obtint grâce à cela un poste de, j'ouvre les guillemets, jeune de langue, c'est-à-dire de boursier de l'État, pour approfondir ses connaissances au secrétariat étranger suédois à Constantinople en 1783, à seulement 20 ans. Puis il voyage dans différentes régions du Proche-Orient, dont 7 mois en Égypte, mais aussi en Italie et en Grèce. Il fut même invité à se joindre aux troupes napoléoniennes en route pour l'Égypte, probablement à cause de sa maîtrise de l'arabe et du turc, mais il renonça. Après un court séjour en Suède, Åkerblad s'installe à Paris en 1801, où il a l'occasion de travailler sur les manuscrits coptes rapportés par l'expédition d'Égypte. Il s'intéresse également aux inscriptions égyptiennes de la pierre de Rosette et échange à ce sujet avec Sylvestre de Sacy. Toutefois, Åkerblad, manifestement peu impressionné par les résultats de son collègue français, publié dans sa lettre au citoyen Chaptal en 1802, publie dans la même année son propre ouvrage d'une 60aine de pages, intitulé « Lettre sur l'inscription égyptienne de Rosette », adressée au citoyen Sylvestre de Sacy, dans laquelle il le remercie de lui avoir donné une copie de l'inscription. Dans l'annexe, Åkerblad publie une longue lettre de Sylvestre de Sacy, qui, tout en louant les progrès d'Åkerblad, exprime ses doutes sur plusieurs points, mais l'encourage finalement à publier ses résultats. Il convient d'insister sur un point. L'impression du texte démotique de la pierre de Rosette, que Sylvestre de Sacy et ensuite Åkerblad utilisèrent, avant la publication de leurs ouvrages, fut celle qui avait été réalisée au Caire en 1800, directement à partir de la pierre, c'est-à-dire en l'utilisant comme pierre lithographique. Ce ne fut qu'après l'arrivée de la pierre de Rosette à Londres en 1801 que de nouvelles impressions des inscriptions furent réalisées par The Society of Antiquaries de Londres, cette fois sous forme de gravure après copie dessinée. Grosse différence. Contrairement aux planches avec l'inscription grecque, la circulation des planches des inscriptions égyptiennes hors du Royaume-Uni était assez lente et limitée, sans doute sous l'influence de la situation politique. Je ferme la parenthèse. Et malgré le fait qu'Åkerblad était censé les recevoir, seulement Sylvestre de Sacy les obtint en 1803. Et il fallait qu'Åkerblad écrive à Londres pour les réclamer. Quelques moulages furent également faits, mais ne furent d'abord pas très accessibles. Un moulage au soufre se retrouvait à l'université de Lille et des moulages en plâtre pris à Londres furent envoyés à 4 universités britanniques. Pour l'impression des inscriptions, dans la description de l'Égypte en 1809, de nouvelles gravures furent réalisées. L'existence de ces différents jeux d'impression posa un problème qui freinait tous les chercheurs travaillant sur l'inscription démotique. Elles montrèrent un bon nombre de divergences et il fut difficile de décider quelle version était la plus juste à tel ou tel endroit. Si l'impression faite directement sur la pierre ne distingue pas toujours clairement entre l'endommagement accidentel et signes gravés, les impressions basées sur des copies visuelles comportèrent sans grande surprise des erreurs dans les formes des signes que personne ne comprenait alors. Revenons aux résultats qu'Åkerblad présenta dans son ouvrage. Tout comme Sylvestre de Sacy, il essaya de retrouver les mots en identifiant des groupes de signes identiques et en comparant leurs positions potentielles dans le texte grec. On l'a dit, selon cette méthode, il proposait l'identification de 15 noms, groupes de noms et de mots. Ptolémée, Arsinoé, Alexandre, Bérénice, Aétos, fils d'Aétos, Pyrrha, fille de Philénos, Areia, fille de Théogénès, Irène, fille de Ptolémée, les syntaxeis, Égypte, les temples, beaucoup, seigneurs, les autres, rois et grecs. Mais tout comme Sylvestre de Sacy, Åkerblad était hélas convaincu que le démotique était une écriture purement alphabétique.
Ainsi, il est d'autant plus étonnant qu'il ait réussi l'identification correcte des 15 groupes de signes, malgré le fait que son analyse des signes individuels, par laquelle il voulait y retrouver les mots coptes, était complètement fausse pour plusieurs d'entre eux, en réalité écrits avec des signes non alphabétiques. Même s'il constate que certains mots ne sont à l'évidence pas écrits avec les signes alphabétiques qu'ils auraient dû épeler, comme Sylvestre de Sacy, il pense que ce sont les monogrammes, c'est-à-dire les contractions qui ne prennent en compte qu'une partie des lettres. Il identifie comme tel le mot « fille » entre les noms des prêtresses et de leur père. Et dans le tableau qu'il donne et qui met en correspondance les signes qu'il pense pouvoir identifier aux lettres coptes, ainsi que les chiffres ordinaux, premier, deuxième et troisième, il y a quand même beaucoup de cas où il a raison, ou à tout le moins pas tout à fait tort. La plupart des fausses valeurs viennent de signes non alphabétiques auxquels il attribue une valeur alphabétique, comme par exemple l'article du pluriel « na » en copte « no », qui prend pour une forme alternative de la lettre alphabétique « n », ou le groupe pour « djeret », main en copte « djoré », qu'il interprète comme une forme de la lettre alphabétique « dje ». Son constat que les deux lettres coptes « fa » et « gima » sont dérivées directement du démotique s'est également avéré juste. Bref, par rapport à Sylvestre de Sacy, ces résultats représentent un grand pas en avant, même si beaucoup de chemin restait à faire. Un troisième chercheur, Pascal Vernus nous en a parlé, entre en lice pour le déchiffrement des inscriptions égyptiennes de la pierre de Rosette, Thomas Young. Né en 1773, il est ce qu'on appelle un génie universel. Les Anglais disent polymath. Outre la médecine qu'il exerce comme métier, il s'intéresse aussi à la physiologie, la physique, l'optique et la linguistique. En 1814, Young envoie à Sylvestre de Sacy ses premières traductions conjecturales, une liste de mots et un addendum à l'alphabet d'Akerblad. Si, pour arriver à sa liste de mots, Young avait commencé, tout comme Sylvestre de Sacy et Akerblad, par l'identification de groupes de signes reconnus à plusieurs endroits, puis comparé aux mots grecs qui se retrouvent aux endroits correspondants, il nie l'utilité du copte dans cette entreprise, parce qu'il juge que la distance chronologique entre l'inscription de Rosette à la fin du 5e siècle avant notre ère et même les plus anciens textes coptes était trop grande. La correspondance avec Sylvestre de Sacy s'élargit ensuite à Akerblad, qui à ce moment vit déjà à Rome, puis à un jeune élève de Sylvestre de Sacy, qui travaille également sur la pierre de Rosette, Jean-François Champollion. Parce que Young étudie les trois textes en même temps, il remarque que certaines formes des signes démotiques, ou en choriaux, comme il les appelle en référence au terme grec, semblent être des formes simplifiées de signes hiéroglyphiques. Plus tard, quand il a accès à un exemplaire de la description de l'Égypte, avec les reproductions de papyrus hiératiques, il reconnaît les liens de cette autre écriture cursive avec les hiéroglyphes d'une part et avec le démotique d'autre part. Cela le convainc que les hiéroglyphes ne sont pas purement idéographiques et que le démotique n'est pas entièrement alphabétique et phonétique comme on le croyait, mais que les trois écritures égyptiennes contiennent des éléments phonétiques et idéographiques. Young considère ses travaux de déchiffrement comme une activité de loisir parmi ses nombreux autres centres d'intérêt, et il ne se soucie que peu de la publication de ses résultats. Certes, il fait imprimer la première partie de sa correspondance égyptologique en 1815, et ses réflexions sur la phonétique égyptienne font la matière d'un important article sur l'Égypte dans l'Encyclopædia Britannica, paru en 1819. Ce n'est qu'en 1823 qu'il se décide finalement à sortir un ouvrage sur ses essais de déchiffrement de l'égyptien, avec une liste élargie de noms et mots démotiques et hiéroglyphiques, sous le titre « An Account
of some recent discoveries in hieroglyphical literature and Egyptian antiquities. Après, il faut insister là-dessus, la parution de la lettre à M. Dacier de Champollion. Sans s'adresser directement à ce dernier, l'ouvrage est dédié à Alexander von Humboldt. Jung y reproche à Champollion de ne pas l'avoir suffisamment crédité, car il estime, peut-être pas tout à fait à tort, que leurs échanges sur plusieurs années avaient fortement aidé Champollion. Il est temps finalement de se tourner vers celui qui très souvent éclipse ses prédécesseurs dans le récit du déchiffrement non seulement des hiéroglyphes, mais aussi du démotique. Et pour cela, il faut revenir un peu en arrière. Jean-François Champollion commence ses études de l'inscription de la pierre de Rosette en 1908. En 1814, il écrit à la Royal Society de Londres pour obtenir une meilleure copie de la pierre, dont le secrétaire à l'époque est, 3 petits points, Thomas Young, qui ne lui envoya pas de copie de la pierre. Rappelons qu'à cette époque, la pierre est conservée non pas à la Royal Society, mais à la Society of Antiquaries. Il accepte cependant de vérifier quelques graphies pour lui. Comme Young, Champollion étudie les 3 inscriptions de la pierre de Rosette en même temps. Et plus encore que celui-ci, il étend son intérêt à d'autres sources, toujours à la recherche d'autres bilingues, que ce soit direct, c'est-à-dire le même texte écrit dans une écriture égyptienne et en grec, ou indirect, c'est-à-dire un texte égyptien et un texte sur le même support. Tout en continuant d'échanger poliment, les deux se font alors concurrence, je vais dire Young et Champollion. Il communique cette trouvaille à Young, mais sous prétexte que le texte grec n'est pas une traduction du texte démotique, il ne lui donna pas copie de cette partie grecque, et Young ne peut donc pas vérifier ses lectures. Je parle du papyrus Cassati, pour qu'on se comprenne bien. En 1822, par pure chance ou hasard, Young obtient un papyrus grec du collectionneur George Francis Gray, avec les copies de 3 actes démotiques ainsi que de leur résumé en grec. Alors que Young pense que ce papyrus Gray contient une copie du papyrus Cassati, il s'agit en réalité d'un autre acte, mais qui appartient en effet aux mêmes archives que le papyrus Cassati et mentionne partiellement les mêmes personnes. Vous voyez là des circonstances vraiment tout à fait étonnantes. Ainsi, Young peut-il finalement vérifier les propositions de Champollion pour le papyrus Cassati et en corriger certaines. C'est la raison pour laquelle, quand Champollion publie en 1822 sa lettre à M. Dacier, dans laquelle il présente son tableau des signes phonétiques, démotiques et hiéroglyphiques, Young se résout finalement à publier aussi ses propres résultats. Le tableau alphabétique de Champollion dans la lettre n'est pas encore tout à fait correct, mais il améliore pourtant celui d'Ackerblad. En 1824, dans son précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, ou recherche sur les éléments premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons et sur les rapports de ces systèmes avec les autres méthodes graphiques égyptiennes, titre complet de l'ouvrage, Champollion rajouta dans un grand tableau synoptique sur 11 pages les équivalences démotiques de nombreux signes hiéroglyphiques et hiératiques, dont beaucoup identifiés correctement. Suite à la critique de Young, il admet aussi que celui-ci avait trouvé la bonne lecture de plusieurs signes. Quand, en 1826, Champollion devient le premier conservateur de la collection égyptienne du musée du Louvre, il facilite l'accès à Young à différents documents démotiques. Les deux s'entendent visiblement beaucoup mieux maintenant que Champollion se concentre sur les hiéroglyphes et l'écriture hiératique et que Young le fait sur le démotique. Ce dernier travailla jusqu'à sa mort en 1829 à un ouvrage « Rudiments of an Egyptian Dictionary in the Ancient Anchorial Character » qui parut de manière posthume en 1831. Comme vous pouvez le voir, Young n'y propose que très rarement une translittération, mais uniquement des traductions.
La base pour le déchiffrement démotique était posée. En 1836, Giuseppe Passalacqua, collectionneur italien et premier directeur du musée égyptien de Berlin, tente en effet la première traduction complète d'un ostracon démotique en se référant aux rudiments de Jung. La redécouverte de cet article ainsi que son évaluation à la lumière de nos connaissances actuelles sont dues à Carl Theodor Tausig, qui, en 1986, montra que Passalacqua avait plutôt bien compris ce texte. La prochaine étape complète est la parution en 1855 de la grammaire démotique contenant les principes généraux de la langue et de l'écriture populaire des anciens Égyptiens de Heinrich Brugsch. Celui-ci avait présenté 7 ans plus tôt, en 1848, un mémoire intitulé Scriptura Aegyptiorum Demotica ex papiris et inscriptionibus explanata, alors qu'il était encore élève en terminale au lycée de Berlin. Après avoir étudié des documents démotiques dans les grands musées européens, grâce à une bourse royale, Brugsch est envoyé en Égypte en 1852, où il continue ses recherches. Rentré en Europe 2 ans plus tard, il se met à la publication de sa grammaire, pour laquelle il fait fabriquer une fonte démotique. Mais si on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, le démotique est généralement déchiffré, cette écriture cursive qui a évolué pendant plus de 1000 ans et développé des variantes locales n'avait pas encore livré tous ses secrets. Les travaux d'autres démotisants, tels Eugène Revillou, Francis Lewin Griffiths, celui qui jette les bases du déchiffrement numéroïtique, Johann Jakob Hess, Kurt Zette, Wilhelm Spiegelberg, Nathaniel Reich, Wojciech Eriksson, Michel Malinin, Peter Wilhelm Pestmann et Carl Theodor Tausig, parmi d'autres, ont encore beaucoup contribué à faire avancer nos connaissances et sensiblement améliorer notre compréhension des graphies démotiques. Si aujourd'hui nous discutons toujours la lecture exacte de quelques mots démotiques, la tâche principale des études démotiques à ce jour est l'édition de nombreuses sources démotiques qui n'ont tout simplement pas encore été lues, traduites et analysées. Je vous remercie pour votre attention. Une question d'ignorant. On parle toujours de la lettre à M. Dacier, et dans les 2 communications qui précèdent, on voit à quel point le genre littéraire de la lettre à Chaptal, etc., était important. Je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est limité à ces études, un auteur ayant eu l'idée de faire cela et les autres continuant, ou est-ce que c'est un genre littéraire commun à l'époque ? C'est quasi une colle que vous me posez. De ce que j'ai pu comprendre en préparant l'exposition Champollion au Louvre-Lens, c'est que cette lettre à M. Dacier est d'abord véritablement une étape dans le déchiffrement des hiéroglyphes. On la sanctionne un peu comme la naissance de l'égyptologie, mais c'est vrai qu'elle est vraiment un moment dans un plus long processus, quoi qu'il en soit. En tout cas, je crois me souvenir que Champollion l'a dédié à M. Dacier. Vous vous rappelez toutes ces lettres. Il y a ensuite les lettres de Champollion à M. Blacas, ambassadeur de France à Naples, et qui sont la description de la collection de Turin, à vrai dire. Cette lettre à M. Dacier, qui n'est pas adressée au roi, il l'a payée assez cher. Il l'a adressée au secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour une part, autant que j'ai pu comprendre. Je parle sous l'autorité de personnes plus savantes que moi sur ces sujets. Il a commis peut-être un faux pas diplomatique en la dédiant au secrétaire perpétuel et non pas carrément au roi. Et pour ce qui est du genre littéraire de la lettre, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à la question qui vient de m'être posée, mais oui, c'est très abondant à cette époque-là, en effet. Excusez-moi, monsieur. J'ai 2 questions, en fait. J'entends rien. J'ai 2 questions, en fait. La première, c'est de savoir s'il n'y a qu'une seule langue qui soit écrite avec l'écriture démotique.
Et la deuxième, c'est de savoir sur quel support on la trouve, si jamais on la trouve sur d'autres supports que la pierre et le papyrus. N'étant pas démotisant, je crois pourtant pouvoir répondre à cette question sans trop de difficulté aux deux questions. En effet, ces écritures hiéroglyphes, hiératiques et démotiques sont là pour écrire une seule et même langue, l'égyptien pharaonique. Donc oui, la réponse à votre première question est oui. Et la deuxième question, les supports, alors tout à fait, c'est un phénomène très particulier à l'Égypte ancienne que d'utiliser les trois écritures sur tous les supports, tout en privilégiant certaines écritures pour certains supports. Je m'explique. Les hiéroglyphes sont plutôt réservés aux écritures, aux textes monumentaux, aux textes qui décorent les temples. Ils sont quasi exclusivement réservés aux textes qui décorent les temples. Mais alors que les versions cursives, le hiératique et le démotique, sont utilisés dans les textes vernaculaires, les textes de tous les jours, les comptes, les jugements de procès, les listes d'ouvriers absents, tout ce qu'on peut imaginer, les listes des courses, si vous voulez, le hiératique et le démotique, ils sont réservés, mais jouent également un rôle dans certains textes religieux, notamment funéraires. Je pense en particulier au hiératique. Donc il y a des passerelles, si vous voulez, mais une relative spécialisation de chaque écriture. Je crois qu'il y a quand même une tentative d'écrire un texte araméen en démotique, mais c'est assez unique, enfin c'est assez rare. Mais il y a eu l'utilisation de cette écriture pour écrire autre chose que de l'égyptien, à moins des tentatives. Très bien, voilà une précision. Une précision donc de la part d'Ivan Germer. Jung, qui est le père de la dualité onde-particule avec la lumière, et est-ce qu'il a tenu compte, est-ce que pour la dualité, est-ce qu'il a fait des rapprochements avec la dualité qu'il a fait avec les hiéroglyphes qui sont à la fois phonétiques et... De façon... Vous savez, cette pierre de Rosette que Jung utilise exclusivement, il faut le rappeler, quand je dis exclusivement, j'exagère, mais en tout cas, qui est son principal document, elle est écrite donc dans deux langues, deux écritures pharaoniques, les hiéroglyphes et le démotique, et traduite en grec. Le texte grec précise que le grec est la traduction des deux écritures au-dessus. Donc il a forcément, oui, si j'ai bien entendu votre question, forcément utilisé le hiéroglyphe pour ses recherches. Parce que je rappelle que le premier document à avoir livré des sources, c'est l'obélisque de Philae, avec les noms des souverains ptolémaïques inscrits dessus. Donc il y a forcément une certaine... on ne peut pas ne pas utiliser toutes les ressources à disposition à ce moment-là.